Bonjour, c'est l'heure d'une comédie française entre Carole Barjon de l'Obs et Béatrice Houchard de L'Opinion. Bonjour mesdames. Bonjour. Deux femmes, je le salue, sur ce plateau. La tribune de Martine Aubry dans Le Monde qui dynamite les œuvres complètes de François Hollande. Emmanuel Valls continue d'agiter la gauche. La fracture est donc consommée avec, dans le fond, une vieille querelle, celle des anciens et des modernes. Le problème, c'est que ces deux gauches-là revendiquent le progressisme. Écoutez, Martine Aubry, c'était ce matin sur RTL et on en reparle. Aujourd'hui, le fait que le chômage ne diminue pas, même s'il stagne, et je m'en réjouis et je serais ravie qu'il puisse diminuer, le fait qu'on ait eu ce débat, qui n'est pas un débat de gauche, sur la déchéance de nationalité, qu'on ait cette loi El Khomri, on va y revenir, oui, il faut faire bouger le code du travail, mais en protégeant les salariés par de nouvelles protections et en rendant plus compétitives nos entreprises. Mais quand même... Sur tout cela, il y a des réponses aujourd'hui. C'est aussi pour cela que nous avons voulu nous exprimer. Nous sommes la gauche progressiste, deux gouvernements qui nous voulons changer réellement les choses. Alors voilà, qui est la plus progressiste des gauches? Est-ce que c'est celle de Manuel Valls? Puisque maintenant il y en a deux, il l'a dit lui-même. Il y a deux gauches irréconciliables. Donc celle de Manuel Valls qui veut faire ce qu'a fait l'Allemagne et ce que fait aujourd'hui Matteo Renzi en Italie. Ou Martine Aubry qui pense que le pacte de responsabilité est un marché de dupes. Béatrice. Je ne sais plus trop ce que ça veut dire, la gauche progressiste et la gauche qui ne le serait pas. Ce qui serait progressiste, ce serait de trouver des solutions, que ce soit pour la gauche ou pour les autres. Visiblement, jusqu'à présent, sans reprendre la vieille phrase de François Mitterrand sur le chômage, on a tout essayé. Là, le bon côté, ce serait de dire on va peut-être essayer autre chose et peut-être que cette fois-ci, ça va déboucher sur des choses positives. Cela dit, il faut se mettre à la place quand même je ne vais pas dire du peuple de gauche, mais de l'électorat de gauche, 2012, le discours du Bourget, et qui depuis doit avaler un nombre de couleuvres invraisemblables, les plus récentes étant ce projet sur la déchéance de nationalité, qui n'aboutira de toute évidence pas, mais qui est quand même quelque chose de très dur à avaler pour la gauche. C'est quand même le programme de Nicolas Sarkozy et surtout de Marine Le Pen qui sont allés le réclamer au mois de novembre, à François Hollande quand ils ont été reçus à l'Élysée. Et puis ce projet El Khomri, mal présenté en plus, présenté un peu à la va-vite. Au dernier moment. Au dernier moment. Alors sur le fond, il y a sans doute des choses très intéressantes dedans. L'électorat de gauche est un peu remué. Après, la stratégie de Martine Aubry, c'est un sujet en soi. Dont on va parler sans doute. Vous allez trancher vous aussi, vous considérez qu'il y a le progressisme, il est ni d'un côté ni de l'autre, et vous avez de la compassion, Carole, pour ces électeurs de gauche également? Oui, évidemment. Parce que ce que je pense, c'est que Martine Aubry, même s'il n'y a pas forcément une grande cohérence dans sa démarche, et surtout quand on regarde les signataires de la tribune dans Le Monde, on en parlera peut-être tout à l'heure. Cohn-Bendit qui quand même applaudit Joschka Fischer. Mais exactement. Et Daniel Cohn-Bendit qui, il n'y a pas si longtemps, et qui encore d'ailleurs, au fond, lui vise une alliance avec une partie de la droite modérée, puisqu'il pense que ça sera à terme la seule manière de gouverner. Bon, donc ça, c'est assez incohérent. Maintenant, sur qui est plus progressiste que l'autre, très honnêtement, je trouve que c'est une fausse querelle, parce que quand Manuel Valls parle l'autre jour des gauches désormais irréconciliables, moi, je crois qu'il vise plutôt le Parti socialiste, ou disons une aile moderniste du Parti socialiste, et des gens comme Mélenchon ou ce qui reste du Parti communiste, etc. Pourquoi c'est une fausse querelle? Parce que il faut quand même pas oublier que du temps du gouvernement Jospin, Martine Aubry, qui était ministre du Travail, quand même la fille de Jacques Delors, elle avait travaillé chez Péchinet, donc elle connaît l'entreprise, donc je veux dire, elle ne fait pas partie véritablement, on peut pas dire que c'est la gauche archéo. Oui, mais Martine Carole... Et quant à Manuel Valls, il était à ce moment-là, je crois, au cabinet de Jospin. Voilà, donc tous ces gens-là étaient quand même ensemble et étaient pour une gauche qui n'était pas pour la collectivisation des moyens de production, etc. On a l'impression que dans son discours... après il y a des nuances, si vous voulez, c'est différent. Non, d'accord, mais qu'on continue à dire, on est une forme de déni de réalité, sur dans le fond le capital contre le travail. Ça fait quand même un petit moment qu'il faut lâcher l'idée que l'entreprise c'est l'ennemi. C'est quand même des critiques aberrantes aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui les freins à l'embauche on les connaît, et la gauche elle fait pas ça pour embêter le peuple de gauche. Elle le fait parce qu'elle considère que ça lèvera des freins à l'embauche.
Béatrice. Oui, alors c'est d'autant plus étonnant, Carole le disait, que Martine Aubry connaît le monde de l'entreprise, a fait un passage par l'entreprise avant de revenir dans la vie politique. Ce qui est un peu, énervant, c'est pas le mot, mais une espèce de posture de la gauche morale qui fait la leçon à tout le monde. Alors, les gens du Parti socialiste du Nord-Pas-de-Calais, oui, très bien, mais ils ont perdu la communauté de communes, ils ont perdu le département, ils ont perdu la région. Martine Aubry aurait pu aller au combat face à Marine Le Pen, elle ne l'a pas fait. Oui. Est-ce qu'elle aurait fait mieux, Pierre de Saint-Émilion? Elle fait de la politique sans combattre. Mais sans aller sur le terrain, sans combattre, c'est l'aspect un peu gênant. C'est un peu facile de faire la leçon depuis 4 ans. Non pas que François Hollande ait réussi son quinquennat, c'est pas ma conviction. Elle parle quand même d'échec du quinquennat dans la tribune du Monde. Absolument, échec. Si c'est lui finalement qui est le candidat l'année prochaine, comment ces gens-là vont aller faire campagne derrière quelqu'un dont on annonce l'échec un an tout juste, ou 14 mois tout juste avant l'échéance? Carole, elle cherche quoi? Est-ce que c'est l'expression plutôt d'une détestation envers Hollande qu'on connaît et de Manuel Valls, ou l'expression d'une véritable conviction? Moi, je crois qu'il y a les deux, si vous voulez. Je pense qu'il y a vraiment les deux. On peut dire, et je souscris tout à fait, c'est facile de critiquer. Après tout, elle n'a pas voulu rentrer dans ce gouvernement. Bon, mais elle dit qu'elle ne lui a pas proposé d'ailleurs ce matin face aux auditeurs de RTL. Bon. Elle laissait entendre ça. Mais en tout cas, si vous voulez, je crois qu'elle a senti quelque chose. Donc, c'est là où elle a quand même le sens du timing. Hein. C'est que ça fait un moment qu'on le sait qu'elle ronchonnait, qu'elle trouvait qu'effectivement ça n'allait pas. Elle déteste Manuel Valls, elle ne l'a jamais caché. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a cette loi sur le travail et il y a la CFDT. Laurent Berger, qui fait une interview dans Le Monde la semaine dernière pour expliquer que le gouvernement a cédé à la panique. Ils ne sont pas d'accord sur au moins 2 points très importants de cette loi. Et là, évidemment, elle a, si vous voulez, le socle pour s'appuyer dessus et dire que ça n'est pas seulement tous les rouspéteurs habituels. C'est quand même la CFDT qui est un syndicat réformiste et qui n'est pas suspect de gauchisme. Donc, si vous voulez, il y a à la fois les convictions, je crois, une espèce de petit ras-le-bol, elle l'avait dit, Macron ça suffit, et puis il y a évidemment aussi le fait que pour elle le danger suprême, je crois, s'appelle Manuel Valls et donc parce que vous vous souvenez peut-être qu'au congrès de Poitiers du Parti socialiste, elle avait quand même signé la motion majoritaire présentée par Gambadélis, donc soutenant Hollande en gros, pour éviter que sinon Manuel Valls ne ramasse la mise. Donc si vous voulez, comme toujours, il y a à la fois le fond et il y a à la fois de la tactique. Oui, mais est-ce que c'est, pour Manuel Valls, dans le fond, est-ce que c'est pas un énorme service que lui rend Martine Aubry? C'est-à-dire qu'il va pouvoir enfiler le costume de super-héros, Superman des réformateurs, le Mad Max de la réforme en France. C'est-à-dire, je trace mon sillon, j'y vais, je continue et je vous écrabouille tous. Et si ça marche pas, on montrera Martine Aubry du doigt en disant, voyez... Ça dépend comment ça se termine. Parce que derrière tout ça, il y a quand même la menace. Alors c'est toujours une menace, mais il en est question dans la tribune. Voter la censure, faire tomber le gouvernement. Benoît Hamon en parle dans la tribune de l'Obs. Valls veut passer en force, sauf s'il veut tomber. Le terme est judicieusement choisi, sauf s'il veut tomber sur ce texte. Christian Paul également. Les communistes qui embrayent ce matin, puisque l'idée maintenant n'est plus d'attendre un éventuel article 49.3 pour déposer une motion de censure, mais de déposer une motion de censure avant même l'examen du texte. À ce moment-là, que fait la droite d'ailleurs? Alors là, la balle va être dans le camp de la droite. Valls sauvé par la droite à l'Assemblée nationale, ce serait quand même et par le patronat qui approuve un certain nombre de points du texte, ce serait quand même original. Mais comment ils vont partir comment en 2017 les socialistes? Parce que vous demandiez, au fond, qui est-ce que ça peut servir? Est-ce qu'au fond, elle rend pas service à Valls, etc. Ils rendent service à la droite, en tout cas déjà, parce qu'elle aura qu'à... Ça n'est pas sûr. C'est pas si évident que ça. Ça dépend. Ils pourront dire la droite décomplexée après une gauche décomplexée. Mais si vous voulez, en fait, tout dépend de la stratégie des uns et des autres. Si on part du principe, comme le disait Béatrice, que au fond Valls cherche un prétexte pour tomber. Il tombera plutôt à droite. Voilà. Oui. Par rapport à la stratégie qu'on croit comprendre de sa part, c'est-à-dire au fond le vieux parti socialiste est mort et il faut refonder un nouveau parti démocrate un New PS à l'américaine et donc avec forcément une partie de la droite, des modérés à droite, des centristes, etc.
ça peut lui rendre service. Oui, j'ai voulu réformer, on m'en a empêché. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, on travaille entre gens intelligents. Moi, je ne suis pas du tout sûre que ça marche, mais bon, si c'est sa stratégie, ça peut le servir. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'à l'inverse, ça peut aussi servir momentanément, je pense, François Hollande, parce que qu'est-ce qui va se passer là ? La CFDT, quand même, qui est un maillon extrêmement important. Je veux dire, c'est oui, il y a une même hostilité capital. syndicale. Bon, c'est capital. Si jamais le texte est renégocié, etc., et manifestement, c'est ce qu'a dit François Hollande. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, une fois encore, se poser en arbitre. Essayer de faire la synthèse, comme au bon vieux temps de la rue de Solferino. Oui, mais il n'y a plus de synthèse possible, là. Il n'y a plus de synthèse possible. Si, mais bien sûr que oui. On peut négocier sur un certain nombre d'articles qui font que le texte sera plus acceptable. Non, mais au PS, il n'y a plus de synthèse possible. Ah, ça c'est autre chose. Or, maintenant, la balle, elle va être dans le camp de l'Assemblée et donc du groupe, en grande partie du groupe socialiste. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, si le principal syndicat réformiste dit bon bah là-dessus on est d'accord parce que on a lâché un peu sur le texte, par exemple sur le point qui fait vraiment problème, c'est-à-dire sur les licenciements. Ouais. On imagine que certains députés socialistes diront à ce moment-là bon bah là ok. Oui, on se rallie. Voilà. Donc. Et derrière tout ça, il y a quand même. Tous les gens qui signent la tribune sont par ailleurs des gens qui sont favorables à une primaire à gauche. Voilà. Donc absolument. On est quand même à 14 mois tout rond de la présidentielle. Donc on n'est pas en début de quinquennat. Merci à toutes les deux. On se retrouve donc sur France 24 dans Politique avec Jean-Marie Colombani, donc à 17h10 avec nos invités. Et je vous donne rendez-vous sinon la semaine prochaine. Merci. Billet retour. Bâtie à 1700 mètres d'altitude dans un écrin de montagne, la perle du Cachemire a longtemps été une destination touristique réputée. En 1989, une insurrection séparatiste soutenue par le Pakistan voisin embrase cette région à majorité musulmane. L'Inde décrète l'état d'urgence, Srinagar se vide de ses touristes. 25 ans après l'épisode le plus violent de son histoire, la population veut croire à un avenir apaisé. Pourtant, la tension est encore palpable. Dans les mosquées, les imams prêchent toujours ouvertement pour l'indépendance du Cachemire. Billet retour, à voir sur France 24 et sur france24.com. En août 2014. À l'affiche. La culture à l'heure française. Musique, cinéma, littérature, mode, gastronomie, toute l'actualité des festivals, des expositions et des spectacles de l'Hexagone et du monde. À l'affiche sur France 24 et france24.com.